j'ai envie de faire une dernière vidéo pour conclure un peu cet arc sur la montée en puissance de Barbe Noire. Dans mes dernières vidéos, où je parlais d'une potentielle mort, ou en tout cas d'une défaite de Shanks et Mihawk face à l'équipage de Teach, j'ai reçu énormément de messages qui me disaient que Mihawk est bien au-dessus de Shiryu en termes de puissance, ou que Barbe Noire est bien moins fort que Shanks, donc il n'y a aucune chance qu'il meure face à lui, etc. etc. J'ai envie de vous donner mon avis sur les rapports de puissance dans le manga, puisque c'est grâce à ça que Luffy a pu évoluer et devenir de plus en plus fort. Je pense qu'il est important de comprendre que oui, il existe des hiérarchies de puissance dans l'œuvre, mais qu'elles ne sont pas à prendre au pied de la lettre, et qu'il peut y avoir des exceptions, voire même beaucoup d'exceptions. Sinon, l'aventure de Luffy se serait arrêtée il y a bien longtemps. Le rang ou le grade d'un personnage n'est pas le seul facteur à prendre en compte pour déterminer la force de quelqu'un. Donc même s'il y a bel et bien des tendances générales dans les rapports de puissance, il n'est malheureusement pas possible de trouver une solution magique pour dire qu'un tel est plus fort qu'un autre. On doit très souvent faire du cas par cas et du personnage par personnage. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On parlera d'abord des problèmes que peut amener une hiérarchie trop stricte et par conséquent pourquoi elle ne l'est pas, et que cela permet de laisser la place à des personnages comme Luffy de battre quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. Avec tout ça, je reviendrai aussi sur les dernières vidéos pour expliquer rapidement comment je vois la future domination de Barbe Noire dans l'œuvre. Juste avant de commencer, je sais que ce genre de sujet fait beaucoup réagir. Chacun a son propre avis et cette vidéo n'est pas là pour être condescendante envers qui que ce soit. Tout ce que je peux dire sur cette chaîne n'est que le point de vue que j'ai de l'œuvre. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, mais en plus de donner mon avis, j'essaye d'amener le plus d'informations et de faits possible, pour que chacun puisse construire le sien avec les bons éléments. On apprend au chapitre 432 l'existence des 4 empereurs. À ce moment-là, Shanks, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche en faisaient partie. Et Garp explique alors qu'ils dominent la deuxième partie de Grand Line et qu'ils sont plus forts que n'importe qui. Pour conserver un semblant d'équilibre, il a fallu que le gouvernement contienne cette force qu'incarnent ces pirates. Pour ça, il a mis en place le système des 3 amiraux et des 7 grands corsaires. Ici, il est clair que les 4 empereurs sont plus forts que n'importe qui. On a pu le voir lors de la guerre de Marineford, lorsqu'Akainu a tenté de s'en prendre à Barbe Blanche, quand on a appris que Moria s'en était pris à Kaido 20 ans plus tôt et avait largement perdu son combat. Mais ensemble, les 7 grands corsaires et les 3 amiraux sont censés être suffisamment puissants pour contenir la puissance des 4 empereurs. C'est ce que Garp appelle les 3 grands pouvoirs. Dans ce système, un camp ne peut pas prendre l'ascendant sur l'autre. C'est donc pour ça que la dissolution des Shichibukai a fait autant de bruit, et que l'alliance entre Kaido et Big Mom a fait autant réagir la marine. Aujourd'hui, et grâce à ce système, le monde connaît une sorte de paix, où aucun des 2 camps, que ce soit la piraterie ou le gouvernement, n'est censé dominer. De façon individuelle, un Yonko est donc censé être plus fort que n'importe qui. Et comme le but des empereurs est de trouver le One Piece, ils font donc tous armes égales. Puisqu'évidemment, s'il y en avait un qui prenait le dessus, il serait en mesure de battre tous les autres et serait déjà le roi ou la reine des pirates. Pareil pour les amiraux, il a fallu 10 jours à Aokiji et à Kainu pour déterminer un nouvel amiral en chef. Jinbei nous a d'ailleurs dit que le combat des 2 rivaux était de puissance équivalente. On voit donc apparaître cette hiérarchie de puissance. Cependant, elle ne s'applique quasiment que pour les 3 grands pouvoirs. On peut prendre l'exemple des supernovas. À première vue, on pourrait se dire qu'ils sont globalement tous d'une puissance équivalente, puisqu'ils appartiennent au même groupe, et qu'ils jouent tous dans la même cour. Mais on a vu que ce n'était pas forcément le cas. Sanji a pu tenir tête à Page One et Drake, et au chapitre 937, on a pu voir un affrontement entre Zoro et Killer qui s'est terminé sur une victoire assez écrasante du chasseur de pirates. Pourtant, rien ne dit qu'il peut l'emporter sur tous les autres supernovas. Peut-être qu'un personnage comme Kid ou Law pourrait facilement le vaincre. Et à l'inverse, Killer pourrait gagner face à un autre membre de la pire génération. On peut facilement faire un rapprochement avec les Pokémon. Si on prend un Pokémon comme Dracofeu, il peut être aussi puissant et badass qu'il veut, il peut se faire détruire par un simple poids sirène à cause de ses différentes faiblesses. Et on observe exactement la même chose dans One Piece. Ener ne pouvait pas vaincre Luffy parce qu'il ne lui faisait rien à cause de leurs 2 pouvoirs. Mais évidemment, comme vous le savez, sans ce facteur, le combat entre les 2 n'aurait pas pris la même tournure. Surtout qu'on était dans une partie de l'œuvre où le haki n'avait pas encore été introduit, donc Luffy n'aurait sans doute eu aucune chance. On peut aussi imaginer que si Ener avait été sur la mer Bleue, il aurait pu facilement vaincre un pacifista à lui tout seul. Ce n'est pas délirant, surtout quand on voit la puissance des attaques qu'il a été capable de lancer sur les îles Célestes. Alors qu'avant l'ellipse, et même en s'y mettant à 3, Luffy, Zoro et Sanji n'y sont pas arrivés.
Dans ce cas de figure, Luffy bat Ener et Ener peut battre un pacifista. À en lire quelques commentaires que j'ai pu voir, cela veut obligatoirement dire que Luffy peut battre un pacifista. Mais évidemment, comme on l'a vu, ce n'était pas le cas. Une chose est sûre concernant la puissance dans One Piece, c'est que les adversaires de Luffy sont de plus en plus puissants. Sinon, le capitaine des Mugiwara n'évoluerait tout simplement pas. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils sont de plus en plus puissants par rapport à Luffy, peut-être pas pour d'autres adversaires. Par exemple, Crocodile se fait battre par un Luffy à 30 millions de berries qui vient tout juste d'arriver dans Grand Line. Puis 2 ans plus tard, Doflamingo se fait battre par un Luffy post-ellipse à 400 millions de berries, et il galère vraiment à le battre. Pour autant, on a pu voir Crocodile et Doflamingo faire plus ou moins armes égales à Marineford. Un autre exemple, sans le Haki, Mihawk n'aurait aucune chance de vaincre Baggy, puisque comme on le sait, grâce à son fruit du démon, il ne craint pas les lames. Alors bien sûr, il existe tout de même une certaine hiérarchie des puissances à respecter. Par exemple, au sein d'un équipage ou d'un groupe. En général, le capitaine, ou en tout cas la personne à la tête de ce groupe, est généralement le plus fort. Chez les Mugiwara, personne dans l'équipage ne peut être plus puissant que Luffy. Dans l'arc d'Enies Lobby, on apprend que Fukuro est capable de quantifier la puissance de quelqu'un. Et on a ainsi pu voir que Lucci, celui qui dirigeait un peu tout le monde, était bien au-dessus du reste du groupe avec 4000 d'Uriki, contre 2200 pour Kaku. Par contre, rien ne nous permet d'établir une hiérarchie de puissance dans le reste de l'équipage, même si dans certains cas, un second un peu plus fort peut se détacher du lot. En effet, dans l'équipage de Barbe Blanche, on sait que Newgate est le plus puissant de son groupe. Mais rien ne nous dit que Marco, le commandant de la première flotte par exemple, est plus fort que Izo, le commandant de la 16e flotte. C'est exactement ce que Oda dit dans le SBS du tome 59. Dans l'équipage de Barbe Blanche, il y a le capitaine et ses 16 flottes. Cependant, il n'y a pas d'ordre hiérarchique entre elles, et elles sont toutes mises sur un même pied d'égalité. La première flotte n'est donc pas forcément la plus puissante. Chez Luffy, on observe un peu la même chose. Zoro et Luffy sont clairement ceux qui se détachent du reste du groupe, mais il est très difficile d'établir un classement pour les autres membres de l'équipage. Personne ne nous a jamais dit que Nami était moins forte que Brook, ou que Jinbei était plus puissant que Franky. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Tout va dépendre de l'adversaire en face et des capacités et compétences des deux combattants. Comme on l'a vu, les fruits du démon ont certaines faiblesses, et c'est notamment ça qui a permis à Luffy de l'emporter sur Crocodile ou Ener. Il est vrai que la question se pose un peu moins depuis l'apparition du Haki, mais on observe toujours ce genre de choses encore aujourd'hui. Par exemple avec son fruit, Brook a pu contrer les pouvoirs de Big Mom comme on l'a vu sur l'arc Wall Cake. Dans un autre genre, Nami a réussi à retourner les pouvoirs de Khalifa contre elle, alors qu'à première vue, la navigatrice ne devait avoir aucune chance de la vaincre. On voit vite qu'il est vraiment compliqué d'établir un réel classement de puissance. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un empereur est plus fort que n'importe qui, mais c'est assez difficile d'en dire plus. Et à mon avis, il est erroné d'affirmer que la force d'un amiral se situe entre telle et telle puissance, puisque comme on l'a vu, il y a beaucoup trop d'exceptions. En devenant amiral en chef, Akainu a sûrement évolué, et sa puissance également, dépassant ainsi le stade du simple amiral. Pour revenir à mes dernières vidéos, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient que Shiryu ne pourrait pas vaincre Mihawk parce que ce dernier serait de niveau empereur, alors que Shiryu était en second Yonko, et donc serait forcément moins fort que lui, donc il n'a aucune chance. Mais il faut comprendre que Mihawk a le titre de meilleur épéiste au monde, mais n'est pas pour autant l'homme le plus puissant. De par son statut d'empereur, Shanks est censé être plus puissant que lui, malgré le fait qu'il soit également un sabreur. On ne sait pas vraiment comment il se bat, mais il y a sûrement beaucoup de facteurs qui font la différence entre les deux rivaux. Ce que je veux dire, c'est qu'un épéiste peut être bien plus puissant que Mihawk, sans que ça ne soit lié à ses compétences de sabreur, car c'est bien Œil de Faucon qui possède le titre de meilleur épéiste. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'être haut gradé ou d'avoir un rang particulier pour prétendre à un titre pareil. Si ça se trouve, Vista est le deuxième meilleur épéiste au monde sans pour autant être à la tête de son propre équipage. D'ailleurs, Vista et Mihawk ont eu l'occasion de s'affronter sur Marineford, mais ont décidé de reporter le combat après quelques échanges. À mon avis, ça n'a pas de sens non plus de dire que Mihawk est moins fort qu'un commandant Yonko, puisqu'il n'a pas réussi à battre Vista. Le combat n'a déjà pas assez duré pour le dire, et enfin, Vista est un épéiste de renom. Peu importe que Mihawk soit le meilleur, un excellent adversaire reste un excellent adversaire. Le combat ne peut donc pas se résoudre en 3 échanges. Il faut garder en tête que les personnages dans One Piece évoluent tout autant que Luffy et son groupe. Kobe devient de plus en plus fort à chaque fois qu'on le voit, Lucci passe du CP9 au CP0 et est très certainement devenu beaucoup plus fort que quand on le voyait avant l'ellipse. Le reste du monde, tout comme les Mugiwara, ne sont pas figés dans le temps. Ils s'entraînent, apprennent de leurs échecs, deviennent plus forts, bref, ils évoluent pour atteindre leur but. Donc si j'en crois les commentaires, qui me disent que Shiryu ne peut pas vaincre Mihawk, ça voudrait dire que Zoro non plus ne pourrait jamais le battre, puisqu'il est bloqué de par son statut de second équipage.
Or, on se doute que tout comme le reste des Mugiwara, il va respecter sa promesse et vaincre Œil de Faucon pour accomplir son plus grand rêve. À mon sens, rien n'empêche Shiryu de devenir encore plus fort lui aussi, d'affronter Mihawk et de le battre. Et c'est aussi ce qui arrivera pour Zoro s'il veut réaliser son rêve. Le second de Luffy ne veut pas simplement battre Mihawk, il veut triompher face au meilleur épéiste au monde. Un titre qui est sans doute très disputé et qui pourrait être le rêve de beaucoup d'autres sabreurs en plus de Zoro. Pour Barbe Noire, c'est exactement la même chose, en beaucoup plus explicite je trouve. Il évolue au poste de capitaine exactement en même temps que Luffy, et même si contrairement au capitaine des Mugiwara, on ne voit pas ses combats ou sa réelle puissance, on voit sa montée en grade. D'abord en devenant grand corsaire, puis en obtenant les pouvoirs du fruit du démon de Barbe Blanche, puis en devenant Yonko. Dire de lui qu'il a tel ou tel niveau de puissance et donc il ne peut pas battre tel ou tel personnage est vraiment contraire à cette idée de dépassement de soi et de constante évolution qu'on retrouve dans le manga. Luffy se fout totalement de ses niveaux de puissance. Il a un rêve, il doit battre cet adversaire pour y parvenir, alors il donnera tout pour y arriver. Et ce n'est pas parce qu'il est le héros de l'histoire qu'il est le seul à penser ça, loin de là. Kid, par exemple, a cette mentalité. Et Barbe Noire a exactement le même objectif et les mêmes ambitions que Luffy. Il a déjà fait tellement de ravages sur son passage que ce serait dommage qu'il s'arrête ici. Selon moi, il va être l'adversaire le plus puissant que le monde de One Piece n'ait jamais rencontré. Et quand on voit tout ce qu'il a déjà réalisé, il n'y a aucune raison qu'il n'y parvienne pas.